Nicolas Machiavel, 1469 à 1527, vécut en Italie à la fin de la Renaissance. Dans ses œuvres, Le Prince et Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, discours sur la première décade de Tite Live, il traite de l'ascension et de la chute des dirigeants politiques et des meilleurs moyens de conserver le pouvoir. Il préconise une monarchie absolue dans Le Prince et une république dans les discours sur la première décade de Tite Live. Mais ces deux textes expriment la conception du gouvernement selon un politicien réaliste. Les résultats politiques sont tout ce qui compte. Au XVIe et XVIIe siècle, le roi tendait à toujours étendre la base de son pouvoir afin de diriger en tant que monarque absolu. Durant cette période existait un soutien mutuel entre le roi et l'ensemble des citoyens. Il est probablement tout aussi correct de dire que le roi d'une nation soutenait les citoyens et la libre entreprise que de dire que la libre entreprise, par l'intermédiaire des citoyens, soutenait le roi de la nation. Quoi qu'il en soit, avec l'absolutisme du XVIIe siècle, les débuts du capitalisme et l'apparition de citoyens libres, la société féodale finit par s'écrouler. Mais ce fut un long processus, et il n'eut pas lieu partout de la même manière. La transition d'une économie féodale au capitalisme ne fut pas abrupte, mais progressive. Nous nous contenterons ici d'en souligner quelques points. Au Moyen-Âge, beaucoup considéraient comme allant de soi qu'il existait une loi naturelle objective donnant la norme du bien et du mal, et cela s'appliquait également aux rois et aux empereurs. Il y avait donc des limites à l'exercice du pouvoir, et la société était considérée comme une vaste communauté dans laquelle les devoirs mutuels visaient à satisfaire les besoins des êtres humains. Il est vrai qu'il y avait différents états et que certaines personnes étaient pauvres et d'autres riches. Mais la société était généralement considérée comme une communauté reposant sur un contrat mutuel. Et c'est elle qui était souveraine, non le chef de l'État. L'homme était vu comme une créature morale et religieuse. En fin de compte, la tâche de l'État était morale, et l'Église et l'État devaient s'occuper de leurs sphères respectives. Grosso modo, on peut dire qu'au moment où le pouvoir d'État centralisé se renforçait, les êtres humains recouvraient leur individualité, tout comme durant la transition de la cité-État à l'Empire. Le point de départ n'était pas la communauté, mais l'individu. Et l'individu était généralement considéré comme égoïste. Pour empêcher les luttes intestines, était nécessaire un prince puissant, au pouvoir sans limite. En d'autres mots, la société se divisait en individus isolés, auxquels faisait face le pouvoir absolu de l'État. Mais à la fin de la Renaissance, l'individualisme était souvent fondé sur la biologie et le matérialisme de Hobbes. Et le pouvoir absolu de l'État reposait entre les mains d'un homme, monarque de cet État national et non d'un empire cosmopolite. Machiavel était italien. Au contraire de l'Espagne, de la France et de l'Angleterre, l'Italie était divisée en de nombreux petits États, en conflit permanent les uns contre les autres. Milan, Venise, Naples, Florence et l'État du Vatican intriguaient les uns contre les autres, ainsi que contre les États étrangers. Le pape avait dans ce jeu le même rôle qu'un roi local italien, et la vie sociale était sous de nombreux aspects caractérisée par un égoïsme débridé. Pour Machiavel, créer un État stable devenait un but. Machiavel vécut durant la transition du Moyen-Âge au début de l'ère moderne. Sa conception de la citoyenneté était intimement liée à certaines des idées du Moyen-Âge, l'honneur et la gloire étaient fondamentaux. Sa méthode était en accord avec l'approche humaniste de l'époque, l'utilisation d'exemples historiques pour éclairer les affaires courantes. Et cette manière de penser sécularisée présentait une relation avec les aspects de la vie intellectuelle des XVIIe et XVIIIe siècles. La théorie politique de Machiavel est une doctrine de la mécanique du gouvernement. Superficiellement, c'est une théorie des jeux diplomatiques à l'usage des princes absolus. Elle s'applique directement aux querelles politiques entre les petits États de l'Italie de l'époque. En même temps, elle comprend des caractéristiques typiques de la Renaissance qui la distinguent des théories politiques tant de la Grèce antique que du Moyen-Âge. Selon un présupposé machiavélien, l'homme est égoïste. Il n'y a pratiquement aucune limite à son désir de choses et de pouvoir. Comme les ressources sont rares, il y a conflit. L'État repose sur le besoin de l'individu d'être protégé contre l'agression des autres. Sans l'application de la loi, il y a anarchie. Par conséquent, un dirigeant puissant est nécessaire pour assurer la sécurité du peuple. Machiavel considère ce fait comme allant de soi, sans entrer dans une analyse philosophique de l'essence de l'homme. Un dirigeant doit donc considérer que les êtres humains sont mauvais,
Il doit être fort et cynique pour assurer la sécurité de l'État et par suite de la vie et de la propriété du peuple. Même si les êtres humains sont toujours égoïstes, les degrés de corruption varient. Machiavel traite des bons et des mauvais États, des bons et des mauvais citoyens. Et il s'intéresse aux conditions précises qui rendent possible une bonne société et de bons citoyens. Les bons États sont ceux qui maintiennent un équilibre entre les différents intérêts égoïstes, et qui sont donc stables. Les mauvais États sont ceux dans lesquels les intérêts égoïstes sont en conflit ouvert. Et le bon citoyen est patriote et sujet combattant. En d'autres mots, un bon État doit être stable. La fin en politique n'est pas de vivre une vie bonne, comme dans la Grèce antique ou au Moyen-Âge, mais de prendre et de garder le pouvoir, et d'assurer ainsi la stabilité. Tout le reste n'est que moyen, y compris la morale et la religion. Machiavel distingue ceux qui œuvrent à prendre le pouvoir et ceux qui l'ont déjà pris. La différence entre le prince et le discours sur la première décade de Tight Live réside à un certain niveau dans l'expression de cette distinction entre le problème de la création d'un État stable et celui de la conservation du pouvoir. Machiavel pense que la République romaine antique et la Suisse de son époque sont des exemples d'États stables et de sociétés relativement peu corrompues. Il estime que le peuple y peut dans une large mesure se gouverner. Aucun despote n'y est nécessaire. Mais dans l'Italie de son siècle, la tâche est de créer un État. Ainsi, un prince puissant et impitoyable est-il nécessaire. Et Machiavel est probablement plus connu pour ses théories sur la manière dont un prince peut se saisir du pouvoir dans une société corrompue. Son intérêt pour le problème du pouvoir n'est donc ni immoral ni amoral, mais il est moral dans la mesure où l'objet en est d'empêcher le chaos. Le but est l'état bon, ou plus précisément, le meilleur état possible. Vu la nature de l'homme, selon Machiavel. Pour Machiavel, le politicien qui poursuit un tel but crée virtuellement l'État. En faisant les lois et en les appliquant, le prince institue l'ordre politique. Nous voyons de nouveau le contraste avec le Moyen-Âge et l'Antiquité grecque. Pour Machiavel, la loi en vigueur et la morale ne sont pas absolues et universelles, mais elles sont instituées par un dirigeant. C'est la théorie selon laquelle le prince souverain est à la base de l'État national. L'État, c'est moi. Comme la loi et la morale sont fondées par le prince, il est lui-même au-dessus d'elles. Il n'y a pas de critère moral ou légal selon lequel il puisse être jugé. Les sujets ne peuvent que faire montre de la plus grande obéissance envers leur dirigeant, puisque c'est lui qui définit la loi et la morale. Mais si l'un des sujets parvient à prendre le pouvoir, c'est à lui que tous devront obéir, y compris le prince destitué. On a accusé Machiavel d'avoir un double critère. C'est au prince à imprimer au peuple la morale et la vertu, mais lui-même devrait ne s'occuper que de la prise de pouvoir. Il y a donc une distinction entre morale publique et morale privée. Les sujets ont une morale et le prince une autre. Mais en fait, selon les présupposés machiavéliens, le critère n'est pas double. Il n'y a qu'une morale, le vouloir du prince. Le prince désire créer un État stable, accroître son pouvoir et le garder. Et il est implicite dans la pensée de Machiavel que c'est la seule manière de protéger les citoyens des agressions mutuelles. Comme les humains sont fondamentalement égoïstes et pans, et comme la morale n'est rien de plus que le vouloir du prince, les accusations de double critère disparaissent. D'autre part, on peut dire de la distinction entre morale privée et morale publique qu'elle montre un certain réalisme politique. Si l'on veut comprendre comment fonctionne la politique dans les faits, il faut être conscient qu'elle se sert souvent de catégories autres que celles de la vie privée. Ce qui a tué dans la vie privée s'appelle en politique infliger une lourde perte à l'ennemi. La politique a ses propres catégories, sa propre morale, sa propre raison d'État. En d'autres termes, parler de meurtre en état de guerre ordinaire est aussi inapproprié que de parler d'échec et mat-orami. C'est confondre deux jeux différents. On peut critiquer ce point de vue, mais Machiavel a largement raison de souligner que c'est fréquemment ainsi que les choses se passent. Un peuple conquis a des attitudes et des opinions morales avant que le prince ne se mette à réorganiser la société. En ce sens, la morale est sans valeur normative pour le prince. Ce dernier doit cependant considérer la morale existante comme l'un des divers facteurs qu'il doit prendre en considération. La morale que le prince imprime finalement au peuple ne doit pas non plus avoir de valeur normative pour lui. Cela fait également partie des moyens de la stratégie politique. Mais en fin de compte, le propre comportement politique du prince a un noyau moral.
celui d'assurer la stabilité de la société. Nous pouvons donc dire que Machiavel soumet la morale à la politique au sens où il considère la morale, aussi bien celle dont le peuple a hérité que celle que le prince établit pour ce peuple, selon une perspective stratégique dans laquelle le but du prince est de s'assurer d'un État stable. La morale privée, au sens de morale des citoyens, est donc subordonnée à la morale publique, au sens de but fondamental du prince, analogue au but fondamental de l'État. Il convient ici de souligner que Machiavel et les théoriciens médiévaux s'intéressaient à des questions différentes. Au Moyen-Âge, la théorie politique s'était avant tout concentrée sur des buts idéaux, sans toujours chercher à expliquer comment on pourrait les réaliser. Machiavel, de son côté, s'intéresse aux moyens, à la façon dont est menée la politique ici et maintenant. Il fournit une description empirique, journalistique, de la manière dont fonctionne la politique de son temps. En un certain sens, il distingue morale et politique. Les buts qui valent la peine d'être poursuivis et les moyens politiques qui ne sont d'eux-mêmes, et en eux-mêmes ni bons ni mauvais, mais simplement plus ou moins efficaces pour un prince œuvrant à la réalisation de ses buts. Machiavel tente de décrire les moyens politiques effectivement utilisés en politique, sans chercher à savoir s'ils sont bons ou désirables. La distinction nette entre les fins et les moyens est quelque chose de relativement nouveau. La plupart des philosophes grecs et des théologiens chrétiens considéraient comme allant de soi que certaines actions, moyens, étaient blâmables, comme le vol et le meurtre, quand bien même elles mèneraient à des fins désirables. À partir de cette distinction marquée entre fin et moyen, Machiavel peut soutenir que la fin justifie les moyens. Il était juste et bon que Romulus tuât son frère Rémus parce que cela menait à un bien universel. Il va de soi que la religion n'est pas tenue en grande estime dans la pensée de Machiavel. Tous les intérêts et tous les buts sont sécularisés. Le seul rôle laissé à la religion est d'instaurer l'unité du groupe. Pour Machiavel, il peut donc être bon pour le peuple d'être religieux. Et le prince peut tout aussi bien donner l'impression d'être pieux si cela est susceptible de lui être utile. Machiavel s'intéresse surtout aux jeux purement politiques. Il se préoccupe relativement peu des conditions économiques requises pour l'exercice du pouvoir. De plus, son anthropologie est anhistorique. La nature humaine est immuable. Par conséquent, on peut apprendre à dominer les situations politiques contemporaines en étudiant celles des époques passées. On peut donc, dans une large mesure, avoir une science politique intemporelle dans laquelle le propos n'est pas de comprendre l'essence de la politique, mais d'apprendre à s'emparer du pouvoir. C'est-à-dire que la méthode de Machiavel est anhistorique, selon nos termes. Mais, considérée en son temps, Machiavel pense de manière historique. À l'instar des humanistes, il écrit l'histoire en se fondant sur des exemples, et il utilise les histoires individuelles pour expliquer sa propre époque. Aristote considérait l'éthique et la politique comme une unité, la praxis. Machiavel les distingue, et en politique, la fin justifie les moyens. Ces moyens tiennent de la manipulation et de la moralité, par-delà toute évaluation morale. De plus, ils peuvent faire l'objet d'une étude empirique. En fin de compte, le but est de maintenir l'ordre et la paix. Aristote présupposait des normes universelles et une forme de gouvernement constitutionnel. Pour Machiavel, c'est le vouloir du prince qui définit la loi et la morale. Mais la fin ultime est déjà donnée. La stabilité politique. Au moment où la politique devenait manipulation, se fit sentir le besoin d'une science sociale donnant aux dirigeants autorité sur les actions des autres. Machiavel plaidait à la fois pour une étude empirique de la politique et pour une politique manipulatrice. Avec le temps, il devint plus connu, voire tristement célèbre, pour sa doctrine de la politique comme manipulation, pour son amoralité politique que beaucoup, dont Mussolini, interprétèrent comme justification à un exercice excessif du pouvoir. Machiavel cherchait à connaître la politique à partir des événements particuliers du passé et du présent. Par leur étude, il pensait acquérir une connaissance pratique susceptible de conseiller tous ceux qui dirigeaient un État ou souhaitaient prendre le pouvoir. Cette connaissance se voulait de type « si alors ». Si nous agissons de telle façon, alors telle chose aura lieu. Il présupposait que la nature humaine demeure fondamentalement inchangée tout au long de l'histoire, ou plus précisément que l'homme et l'histoire sont sujets à des changements cycliques, par exemple sous la forme de la naissance, de la prospérité et du déclin des États.
Donc pour Machiavel, on peut bâtir des généralisations universelles à partir de divers cas isolés. Si une telle connaissance ne s'est après tout pas toujours avérée pertinente, c'est parce qu'une incertitude inévitable, la fortune, limite notre capacité à contrôler les événements. Il y a une objection courante à l'encontre de cette approche. Si l'on part de ce qui est tenu pour les attributs immuables de l'être humain, nous avons de grandes difficultés à saisir ce qui est radicalement changeant, l'élément créatif de la société. Machiavel expliquait divers événements de son époque au moyen de concepts psychologiques, comme l'égoïsme, à l'aide de concepts politiques simples et d'une conception cyclique de l'histoire, mais il ne disposait pas des outils suffisants pour saisir des changements socio-historiques plus profonds.